Le show business, c'est un autobus dans un habit de satin. Un beau matin, le conducteur t'arrête et te demande l'heure. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à un moment important de l'histoire d'une possible réconciliation entre le show business québécois et les combattants pour la liberté. Parce que ce soir, une des figures importantes du show business québécois des 30 dernières années, Stéphane Roy, décide de nous parler. Parce que Stéphane Roy, vous l'avez vu dans plein d'émissions au cours des 30 dernières années. Il a été dans des groupes comme les Bizarroïdes, entre autres, dans les années 90. Il a été auteur, metteur en scène, chroniqueur. Il a pas mal producteur également. Il a pas mal tout fait dans le show business québécois, mais ce qui est particulier de lui, c'est que pendant la crise du COVID, il n'est pas devenu un agent de propagande comme 99% du bottin de l'Union des artistes, et même qui est allé au bâton pour nous, les combattants pour la liberté, quand il est allé à Denis Lévesque, où ils s'en sont pris à 3 contre 1 sur lui, et il a défendu les combattants pour la liberté. Il a gardé son bon sens, et c'est un des très, très rares. Et comme il connaît tous les rouages du show business, et lui a resté droit, lui a été courageux. C'est quoi la différence entre lui et les autres? Donc, j'ai plein de questions super intéressantes pour lui parce que si vous le connaissez un peu, vous savez qu'il est très intéressant à entendre parler, très intelligent. Il va nous parler, entre autres, de ses pièces de théâtre d'été qui s'en viennent, Pédalo, et sa pièce à succès Garçon, entre autres. Donc, Stéphane Roy avec le Capitaine Cosmos, c'est maintenant. Où que tu sois, qui que tu sois, quelle la force! Je t'en souhaite beaucoup de force et je voudrais te remercier. Eh bien, c'est le grand moment. Bonjour Stéphane Roy, très heureux de t'avoir avec nous chez les diffuseurs. Très honoré parce que on va essayer de faire un pont. Parce que nous autres, ici, chez les diffuseurs, on a été un peu, comme on pourrait dire, échaudés par et les journalistes, et les politiciens, et les artistes, évidemment. Puis on a toi qui est dans le milieu, qui a fait à peu près à tous les niveaux, et joué, et auteur, producteur, metteur en scène, cinéma, théâtre, télévision. Puis toi, qu'est-ce qui est différent de tous les autres, c'est que à travers tout ce que tu as dit, ça paraissait que tu savais ce qui se passait. Tu l'as fait d'une manière habile. En tout cas, t'as pas embarqué dans... J'informais comme bien des citoyens avec des médias alternatifs, là, ouais. OK, mais toi, il y a 99% du bottin de l'Union des artistes qui n'ont rien dit. Puis dans ce 99, il y en a un certain pourcentage qu'eux autres sont même allés à prendre de l'argent du gouvernement pour renchérir puis faire de la propagande, on va dire. Moi, je me demandais, il y a eu 1%, peut-être même pas 1%, ça se compte sur les doigts d'une main. Il y a toi, ouais. David Lahaye, Lucie Laurier, Anne Casabonne, évidemment, puis là, Yann Perrault. Je commence à avoir fait le tour. Il y en a plein, hein? Ouais, c'est comme mais nous, on peut parler entre nous, il y en a une vingtaine, mettons. Ah ouais? Qui ont été un peu plus actifs, ouais. Un peu plus vocal, mais c'est quoi? Puis on a fait des réunions, puis on a fait toutes sortes d'affaires. Il y en a qui se sont rencontrés pour voir qu'est-ce qui était possible. Intéressant. Mais je me demandais, qu'est-ce qui faisait la différence entre quelqu'un comme toi qui n'a pas embarqué dans le narratif, qui, je pense pas, a pris de l'argent pour faire la promotion et du vaccin ou des masques ou quoi que ce soit. Non. Ceux qui ont rien dit, puis ceux qui ont décidé d'embarquer. Évidemment que l'argent est le grand moteur, mais je me demandais, c'est qui passe le message? C'est qui dit aux artistes, vous dites rien? C'est quoi la chaîne de commandement? Ce qui est très fort, c'est l'autocensure. Premièrement, il y a des artistes qui sont peut-être pour tout ce qui s'est passé, dans le sens que c'est dur à un moment donné, là, soyons de bonne foi, c'est dur de se dire, écoute, j'essaie de faire quelque chose pour tout le monde, c'est-à-dire je vais me faire vacciner puis ça va aider tout le monde. Tu peux le penser pour vrai, tu peux te dire que c'est vrai. Puis d'un autre côté,
Tu peux te dire aussi, écoute, moi, je ne me ferai pas vacciner parce que je crois que ça peut être vrai aussi. Le problème là-dedans, c'est qu'on censure ceux qui ont une opinion différente. Moi, c'est là-dessus que je me battais, en fait. C'est pas tellement... Tu sais, moi, ceux qui se vaccinent, j'ai aucun problème avec ça. Ceux qui se vaccinent pas, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je suis vacciné, mes enfants sont vaccinés. J'ai aucun problème avec ça. Ceux qui étaient contre le narratif, j'avais pas de problème avec ça. Ceux qui étaient pour le narratif, j'avais pas de problème avec ça. Mais ceux qui empêchaient ceux qui étaient contre le narratif de parler, ça me faisait capoter. Cette censure-là, je la trouvais incroyable. Moi, je voyais des failles dans tout ce qui se passait, mais qui suis-je? Je suis un comédien, auteur, je réfléchis un petit peu, oui. Mais je veux dire, qui suis-je pour... Ça, je voyais des failles, puis là, quand je voyais des non-sens, je dénonçais. Puis quand les gens me disaient « Ah, t'as pas le droit de faire ça », ça me rendait furieux. Mais j'essaie de le faire avec des mots. Des fois, ça m'est arrivé de dépasser un peu les bornes, mais comme on s'est dit avant l'entrevue, j'ai jamais été banni ni de Twitter ni de Facebook, mais j'essaie de le dire avec des mots. Ni de la place publique, ça c'est parce qu'il y en a qui, je sais pas si c'est parce qu'ils l'ont fait de manière malhabile, mais qui se sont fait rentrer dedans très très fort. Là. Je pense à quand Guillaume le Métivierge a émis des doutes sur le vaccin ou des préférences. C'est ça, ou en tout cas, il s'est fait démolir rapidement. Anne Casabonne aussi, Lucie Laurier aussi. Mais toi puis David Lahaye, on dirait que, je sais pas si vous l'avez fait de manière subtile, ou c'est peut-être... moi, je me suis fait démolir un peu parce que je suis rentré dans le docteur TikTok. Parce qu'en fait, le docteur TikTok avait affirmé qu'il y avait juste eu un mort suite au vaccin. Puis moi, je voyais plein de relevés partout dans le monde qui disaient qu'il y avait plein de cas de morts, mais que s'ils ne pouvaient pas les relier au vaccin, mais c'était quand... Fait que là, j'ai demandé sont où tes chiffres, et je les ai jamais eus, ces fameux chiffres-là. Le chiffre de un seul mort, là, dans une statistique, ça existe pas. Il n'en parle pas aux nouvelles, des nouvelles n'a pas. Mais quand je me suis fait rentrer dessus, les gens avaient raison un peu, c'est parce que il faut être poli. Puis j'ai dit pseudo-médecin. Et j'aime pas les insultes, je les utilise jamais. Là, j'ai pris le mot pseudo. C'était pas gentil, mais le monde sont fâchés beaucoup. Ouais, mais à part ça... Parce que le niveau d'agressivité de la place publique en ce moment, tu sais, comme je pense le niveau, la pression qui a été mise sur les parents de vacciner leurs enfants, ceux qui n'ont pas été vaccinés, la haine a été d'une intensité que... du jamais vu, j'ai jamais vu. Tu sais, le segment chez Julie Snyder où on a pris les enfants pour pousser la vaccination, ça a été un moment, moi je dirais charnel, un moment marquant de l'opinion publique de ce qui se passait. Pour moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça, là. Oui, non, c'était c'est le moment où on est allé vraiment trop loin, puis c'était évident. Mais il y avait beaucoup de... C'est ça, la haine est véhiculée par les élites, là, tu sais, des politiciens, tu sais, comme Trudeau, notre premier ministre, comme, tu sais, la haine est véhiculée par des chroniqueurs qui sont... ça a dérapé un peu, on en fera un moment donné un retour dans 2, 3, 5 ans, mais ça a dérapé solide, cette histoire-là. Et moi, je sais c'est quoi être stigmatisé, parce que je l'ai été dans ma vie. Je sais c'est quoi, tu sais, quand tout le monde est après une personne. J'ai joué un personnage tout le monde était après. Pendant 10 ans, j'ai joué ce personnage-là dans Caméra Café. Fait que, tu sais, honnêtement, je sais beaucoup c'est quoi quand même, parce que j'ai vécu des affaires personnelles, puis je l'ai vu. Puis quand je vois tout le monde stigmatisé en groupe, ça me fait capoter, tu sais. Puis là, tout le monde disait « Ah oui, mais c'est eux autres, c'est à cause d'eux autres, ça nous ralentit, c'est à cause d'eux autres. » Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est simple. Nos hôpitaux ne sont pas capables de recevoir assez de monde quand il y a une pandémie ou quand il y a une grippe forte. Même une grippe forte, hiver, là, les hôpitaux vont déborder. Fait que quand il y a une pandémie, ils débordent encore plus. Mais de mettre la faute sur des gens qui ne sont pas vaccinés alors que tout le monde... Je ne sais pas quoi penser de tout ça. Écoute, ça me prend ça a été des moments noirs de l'histoire du Québec, en tout cas. De l'automne jusqu'à du mois de janvier, février, la haine était palpable dans l'air. C'était fort. Et tu sais, vraiment, là... je ne veux pas excuser personne, mais je veux dire, c'était particulier pour tout le monde. Je pense qu'il y a du monde qui
qui aujourd'hui se disent « Ah, je suis allé trop loin », du monde qui disent « Ah, même moi, en tant que, maintenant, une personne qui serait anti-vax, va se dire « Ah, c'est vrai que j'ai poussé la note », et d'autres pro-vax vont dire « J'ai poussé la note ». Je pense qu'on a tous débordé un peu, mais ce qui m'a fait, moi, le plus de peine, c'est que les élites, les gens de verbe, les chroniqueurs, les intellectuels, ont été tout sauf pour le peuple. Donc, ils ont insulté le peuple, ils l'ont traité d'édenté, de toutes sortes de façons. Ils ont insulté le peuple continuellement. Au lieu d'être une espèce de guide du peuple, puis tu sais, je veux dire, l'élite, normalement, insulte pas le peuple. T'sais, pour quelle raison tu insulterais des gens moins éduqués que toi, ou moins... C'est ce qui faisait avoir une commande en haut qu'il y avait ça à faire. Tu sais, à mon avis, ça aurait pu seulement arriver... Tu sais, quand ça a commencé, la crise des médias en 2018, les médias perdent de l'argent. Là, les médias régionaux, faut tous les journalistes vont perdre leur job, on perd de l'argent. Fait que là, le gouvernement dit, OK, on va financer les journalistes jusqu'à hauteur de 75% des salaires des journalistes. Ça, c'est à partir de 2018. Donc, à partir de ce moment-là, avant 2018, ils n'auraient jamais pu, les chroniqueurs n'auraient jamais pu, parce que leur public, leur argent venait de ceux qui achètent le journal, ceux qui achètent la publicité. Mais là, leur salaire, maintenant... C'est une analyse intéressante que tu fais là. Mais au-delà de ça, tu sais, tantôt, tu me demandais, la première question que tu m'as posée, c'est pourquoi les artistes ne sont pas tous embarqués, ou pourquoi... Puis là, tu as dit, y a-tu quelqu'un qui vous le dit? Personne ne dit rien à personne. En fait, c'est une autocensure, tu sais. Une autocensure, c'est que tu te dis, si je fais ça, écoute, je vais me couper de la job, tu sais, comme toi, tu portes des lunettes fumées parce que... Pour les raisons pour les mêmes raisons que Batman. Pour les mêmes raisons que Batman. Capitaine Cosmos, tu ressembles pas à celui que je connais, mais de la télé, mais tu étais Capitaine Cosmos. Mais tout à fait, donc, je comprends tout à fait. Si ça serait simple, je m'appellerais comme vrai nom. Les gens anonymes qui disent aux artistes, pourquoi vous affirmez pas? C'est des gens anonymes, tu sais, qui disent aux artistes pourquoi vous affirmez pas. Moi, je l'ai fait, mais tu sais, j'ai eu des conséquences de ça. J'ai perdu un rôle, j'ai fait toutes sortes d'affaires parce que j'ai décidé de dénoncer le. Mais pour venir donc aux médias, tu disais les médias ont été financés par l'État, c'est vrai, par Trudeau, tu le quittes, mais c'est pas ça qui est le plus ça l'explique pas tout, ça l'explique pas tout. Non, ça explique pas tout. Non, t'as raison. Ce qui explique le plus, c'est l'autocensure, la peur de ne pas faire partie du groupe, d'être exclu. Et tout ça vient de l'intimidation de groupe, tu sais. Intéressant. Ostratiser des gens, tu sais. Et c'est ça, moi, qui m'a fait capoter, c'est quand j'ai vu des gens se faire ostratiser. Puis ça, c'est le nerf de la guerre. Fait que tu veux être dans la gang, tu sais. Tu veux être invité aux émissions de grande écoute. Fait que tu vas pas dire quelque chose qui va te barrer du milieu. C'est un peu comme un réflexe d'adolescent, un peu, qu'on va être dans la gang. Ah oui, mais aussi, c'est pour pas perdre sa job, hein, tu sais, comme toi-même, tu m'en parlais. Tout à fait. Donc, tu sais, moi, je le fais, là, en mon nom, là, c'est ma face, là, je suis dans une vidéo avec toi, les gens peuvent me pitcher des tomates, ils savent qu'ils chuent, tu sais, Oui, mais on fait ça de bon cœur, on tente de créer des ponts. Moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, je pense que ce qu'on fait aujourd'hui, on va tenter de créer un pont entre le show business traditionnel puis le show business alternatif. Parce que moi, je suis j'ai pas des millions de personnes qui m'écoutent, mais toutes les complotistes écoutent le Capitaine Cosmos. OK. Salut les complotistes. En passant, les complotistes, il y en a de plein de niveaux. Hein. Il y a des complotistes fous, mais il y a des complotistes très raisonnés et des complots, ça a toujours existé dans toute l'histoire de l'humanité. On monte en fait, ne pas être complotiste, c'est de penser que les politiciens sont honnêtes. Simplement. Tu sais, tu penses que les policiers veulent notre bien, qu'ils se parlent pas entre eux autres? Ah, OK. Ben, moi, non, mais écoute, des complots, ça existe dans tout. Ben, je sais bien, dans la vie, c'est des complots. Des complots, ça a toujours existé. Le Watergate, la baie de cochon avec Cuba puis les États-Unis. Il y a eu des complots tout le temps et ça n'aura pas disparu magiquement en 2019. Sauf qu'il y a du monde qui mettent des lézards là-dedans, c'est tout mélangé, il n'y a pas trop de logique là-dedans, là, mais il y a des vrais complots et des vrais complots, ça s'analyse. Oui. Je voudrais parler... tu as été dans la création artistique à plusieurs niveaux.
Tu sais, t'as écrit des pièces de théâtre. T'en as écrit une en l'an 2000 qui s'appelle Propagande, entre autres, qui a piqué ma curiosité. Je l'ai pas vue, mais nous autres, la propagande, on aime ça l'analyser, puis on en voit tellement aujourd'hui. Mais je me demandais, ma question, c'est, disons, on voudrait... Je sais que tu as essayé de produire des films. Il y a un film... Tu as fait un film Pédalo récemment. Puis... Non, en fait, Pédalo, c'est un projet de film. Qui est une pièce de théâtre. 5 ans, je travaille dessus, oui. Mais bon, je suis un homme blanc de 50 ans, fait que c'est plus long dans ce temps-là. Ben, c'est là que j'allais. Moi, aller. Je voulais savoir, OK, mettons, j'ai quelque chose à financer. Je veux faire un film. Pédalo dans ce cas-ci, ou peu importe l'idée que je veux faire un film. Là, je le fais en pièce de théâtre, c'est ça? Oui, c'est ça, on va en parler, c'est sûr et certain. Mais, disons, pour le faire financer, il va falloir que ça soit l'État, en quelque part, et au Québec et au Canada, que ça passe dans un comité quelconque, pour que ce comité-là dise « OK, maintenant, moi, pour que mon film réussisse à passer, mettons, moi, je vois bien que tout dans la culture, tout ce qui a du succès, tout ce qui est financé, c'est woke. Il faut qu'il y ait un agenda, il faut qu'il y ait des valeurs de gauche à pousser. Donc, est-ce que dans ma création, ça va influencer dans ma création ce que j'ai à dire? Et c'est quoi... J'aimerais ça que tu me parles de l'agenda. En fait, ce qui va arriver, c'est que tu peux écrire ce que tu veux, mais ils le prendront tout simplement pas si ça va pas dans les cordes de ce que le gouvernement veut mettre de l'avant. Ouais, mais moi, mettons, je veux que mon film se fasse. Mettons, je veux fitter. Ben là, il faudrait que tu te plies à la réglementation, effectivement. Il y a des critères, il y a des points. Okay. Il y a assez de femmes dans le scénario, il y a assez de femmes derrière la caméra, tout ça. Il y a des points. Et c'est pour ça que... Est-ce que c'est sur papier, quelque chose d'officiel? Mettons, des critères... Oui, c'est officiel. C'est officiel, il y a des critères. Parle-moi-en donc un peu des en fait, c'est effectivement une censure artistique là, d'une façon ou d'une autre. Moi, je suis pour ça, le cinéma des féminins, le mettre de l'avant, tu le quittes, mais je pense pas que en censurant ou en empêchant d'autres projets de naître, je trouve qu'il faut juste financer davantage et financer le cinéma. Tu parles que, disons, il y a des... Mais le problème là-dedans, peu importe quoi, c'est qu'il y a deux organismes, un qui s'appelle la SODEC, l'autre Téléfilm, et ces deux organismes-là, c'est des organismes gouvernementaux, mais avec des gens, c'est pas le gouvernement qui leur dit quoi prendre, c'est à l'intérieur des organismes qui font des sélections, ils disent, OK, on va mettre plus de femmes, plus de QBGT devant, plus... ce qui est pas... tu peux pas non plus dire que c'est tout mauvais, sauf que ça crée un problème, c'est que là des artistes qui vivent de ça depuis longtemps puissent plus en vivre parce qu'il y a un réalignement. Ce réalignement-là, il est bon, finançons-le, mais le best, ça serait de sortir l'État de ça, sortir ces organismes-là du financement, puis laisser au secteur privé le plaisir de financer les films qu'ils croient qu'ils vont être bons. Donc, la loi du marché normal. Donc, moi, je pourrais aller voir Piscine Trévi, admettons, leur dire, j'ai un projet de film sur des piscines, mais c'est un long métrage, puis là, ils lisent ça, puis les autres disent, moi, je crois à ça. Il n'y a pas de censure, c'est une loi économique, ça fonctionne. Tant que tu nuis pas à la liberté d'expression et que tu n'enfreins pas les lois, les limites de la liberté d'expression, c'est-à-dire discours haineux, etc., là, on les connaît, là, ben, tu peux faire ton film et on injecterait du privé dans le financement artistique. Mais et comme ça, il y aurait des empêche en ce moment de le faire? Ce que tu parles là, quelqu'un pourrait... C'est très, très, très difficile à faire, mais c'est techniquement possible de faire un film indépendant. Comment tu as dit? Mais c'est techniquement possible d'aller voir un film, de le faire complètement indépendant. C'est très difficile, mais le gouvernement comme... Ben, l'idée derrière ce projet-là, ça serait qu'il y aurait des crédits d'impôt. C'est-à-dire que pour qu'une compagnie veuille mettre de l'argent, parce que c'est à perte, hein, le gros problème au Québec, c'est qu'on est 7 millions. Fait que même si tu fais un hit, même subventionné par l'État, même si tu avais la SODEC, Téléfilm, il est fort à parier que tu n'arriveras pas à rembourser ce que tu as reçu comme argent, même si c'est un hit. Là, je sais. C'est juste la loi du nombre. Tout à fait. Alors, donc, si les compagnies comme, mettons, mon film, c'est Piscine Trévi le commandite, ben, Piscine Trévi, s'il recevait un crédit d'impôt, ben, ça injecterait de l'argent de Piscine Trévi, donc du privé, dans l'art, en échange d'un crédit d'impôt. À quelque part, on paye un peu quand même les citoyens, mais tu ne passes pas par un intermédiaire qui va lire et qui va censurer ton film selon ses humeurs du moment. Les femmes l'ont fait. Fait que donc, ça laisse les artistes libres. Fait que moi, je pense que une des solutions
au cinéma indépendant, ça serait le financement par le privé qui serait sous forme de crédit d'impôt. C'est très compliqué, là, tout ce que je viens de dire. Non, c'est pas compliqué du tout. On est là-dedans. Non, c'est super simple. Je me demandais même, ça doit... Si, par exemple, le film, le producteur de film, lui, il se détermine que c'est un organisme à but non lucratif, par exemple. Ça marche. OK? Donc, l'entreprise, s'il donne au producteur de film, qui est, par exemple, Stéphane Roy, production à but non lucratif, je sais pas quoi, ça pourrait techniquement marcher comme ça. Oui. Parce que j'ai déjà tenté le coup. Au début des années 2000, j'étais militant pour l'indépendance du Québec. Puis, je voulais financer un film dans lequel on verrait le Québec devenir un pays. Parce que moi, je me disais, pour que... Tu sais, les Américains ont toujours fait ça, puis on le voit encore, à travers le cinéma, on prépare la population à un événement où on les met à... Tu sais, comme pour les préparer à la guerre, par exemple, ou à déterminer c'est qui l'ennemi. Tu sais, comme dans le temps, les années 80, c'était toujours les Russes, puis à un moment donné, c'était devenu les Arabes. Puis, tu sais, il y a de la psychologie à travers le cinéma. Fait que je me disais, pour se voir gagner, parce que j'aurais espéré que le Québec devienne un pays, là, je me disais, faut absolument Ben oui, parce que le projet me paraît obsolète aujourd'hui. Dans le sens où, malheureusement, tu sais, j'ai donné beaucoup, mais... on dit, au Québec, en ce moment, hey, si on était libre, on serait encore pire au Québec. On l'a eu dur, la COVID au Québec, il faut se le dire. Ouais. Plus qu'ailleurs. Il y a une raison à ça. Comment ça? D'après toi, pourquoi en date d'aujourd'hui, on est les seuls à peu près au monde, on a une basque obligatoire, puis la pression est encore... C'est quoi ton analyse du Québec? Je pense qu'il y a beaucoup de remords. Écoute, je sais pas, mais c'est sûr que nos hôpitaux, ils font dur. Là, fait que les gens ont toujours peur de loader nos hôpitaux. Mais je pense qu'au bout de ça, il y a aussi un remords d'avoir pas mal agi. C'est pas vrai. Ils ont essayé de faire le mieux possible, je pense, le gouvernement au début, mais ils ont fait des erreurs incroyables qui vont payer à un moment donné. C'est l'affaire des CHSLD, tu sais. C'est-à-dire que... c'est le gros morceau. C'est le gros morceau. À cause de ça, ils ont toujours peur de retomber dans une erreur du même genre. Fait que c'est comme si... tu sais, je pense, OK. Lapidaient pour un peu dire, genre, tu sais, mea culpa, puis on va faire plus que passer pour pas que ça arrive. Tu sais, la grande erreur des CHSLD, parce que les gens ne s'en souviennent pas, mais c'était pas une erreur de mauvaise foi, là. C'est qu'ils se sont dit, on va pas loader nos hôpitaux avec les gens de la COVID, fait que où c'est qu'on peut les mettre? Et là, et voilà l'erreur. Ouais. On va les mettre dans des CHSLD pour pas loader les hôpitaux au début. Mais les CHSLD, c'est quand même la pire place pour des vieux, du monde pas en santé, pour mais quand on voit, il est arrivé la même chose à New York, même chose au Michigan, même chose en Californie. Tu sais, il y a comme un pattern de gauche que... Ce que tu me racontes là, c'est comme la version officielle qui est presque rassurante. Tu sais, parce qu'il y a deux versions. Il y a une version que le gouvernement est incompétent, ça c'est comme rassurant, puis la version, ils savaient ce qu'ils font. Ouais. Ça c'est la version paranoïaque. Ouais. Cela dit, moi je ne l'exclus pas, cette version-là. Je n'exclus pas, mais j'ai pas assez de preuves. Moi non plus. C'est pour ça que je ne vais pas là, mais... Je peux au moins dire fort là, que oui, il y a une gaffe. Là. Moi, selon moi, j'ai lu, il y a une petite gaffe, tout le monde reconnaît. Mais la version que tu dis, je dis pas qu'elle n'existe pas. Puis c'est pour ça que moi j'écoute toujours. Tu sais, parce que je me dis, peut-être que oui, peut-être c'est vrai, peut-être... Mais ça fait peur penser ça, parce que ça veut dire... Je peux pas... moi aussi, dire, je te comprends. Je voulais parler d'humour un peu, parce que ta carrière, c'est beaucoup dans l'humour, là. T'as écrit de l'humour. Il y avait un café, les Bizarroïdes au début, là. Tout à fait. L'humour que les gens ne doivent pas se souvenir. Parce que avec ce qui s'est passé, on voit qu'en ce moment, juste pour l'humour, là, on sait que d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, on rit pas des mêmes affaires, parce que les gens n'ont pas les mêmes références, parce qu'ils vivent pas dans la même réalité. Tout à fait. OK? En ce moment, au Québec, il y a des gens qui vivent dans une réalité, puis il y a d'autres Québécois qui vivent dans une autre réalité sur le même territoire. Donc, ils risquent de se retrouver dans la même salle. Puis là, il va y avoir un humoriste ou un spectacle d'humour ou de théâtre que là, le public, là, il y a comme deux publics. Il y a du public qui n'ont plus la télé depuis une couple d'années,
puis qu'ils trouvent que tout ce qu'il y a à la télé, c'est pas vrai ou bon. Puis il y a ceux qui l'écoutent encore, puis écoutent Star Academy, ils vont OK, là, moi, je suis un humoriste, je prends le micro, je fais une joke. À qui je m'adresse? J'aimerais t'entendre là-dessus parce que moi, je me pose vraiment des questions. C'est très intéressant ce que tu dis là. C'est une analyse vraiment intéressante. Moi, je veux dire qu'on a recommencé le théâtre, là, puis ça va très bien, qu'une pièce que je roulais déjà avant la pandémie qui s'appelait Garçon. Oui. Là, on continue à tourner, puis j'ai beaucoup de fun avec mes camarades et on a été devant le public de Sept-Îles et Bécomo la fin de semaine passée et c'était les mêmes réactions qu'avant. Mais je comprends, mais sauf que le show est intemporel. Ouais. Sauf qu'il y a quand même un bout dans le show où on parle de bactéries. C'était écrit bien avant la pandémie. On parle de bactéries, puis tu le quittes, puis qu'il y a une fille qui a peur de mourir de tout là-dedans, dans le show. Ça arrive beaucoup. Mais sinon, c'est une bonne analyse parce que effectivement, moi, mettons, je vais dans un souper, là, puis je suis avec des amis, là. T'as vraiment raison. On n'a pas la même... C'est comme si on avait vécu 2 films différents pendant 2 ans. Puis là, des fois, quand tu tombes dans les propos, là, personne ne se comprend. Hein? Mais oui, ça, il y a eu ça. Mais oui, mais non, c'était pas ça. Puis là, tout le monde, il y a eu comme 2 réalités. Fait que je me demande, effectivement, pour les humoristes qui font de l'humour sur le quotidien... Ouais, du stand-up, là, un peu crunchy... Comme pour l'autocensure, sont portés à aller tout le temps vers la majorité. Donc, je pense que même si tu n'es pas d'accord, tu vas rire de l'idée pareille. Parce ça que se pourrait-tu qu'il y ait des soirées un peu ségrégationnées? C'est sûr qu'il y a des humoristes qui vont en tirer plus un tel public que l'autre, tu sais. Comme, mettons, Rachid Badouri, il n'y aura pas de complotistes qui vont aller le voir parce qu'on a une petite crotte sur le cœur. Mais... tu sais, comme aux États-Unis, il y a certains humoristes qui ont pris le côté un peu plus soit conservateur ou pro-liberté, pro-patriote, puis qui ont beaucoup de succès. Là. Je pense à Tim Dillon, je pense à il y a Ryan Long, entre autres. Il y en a certains, même Joe Rogan, là, ou Steven Crowder. Il y a un marché, là, puis ils ont beaucoup de succès. Là, au Québec, on a... Il y en a pas. Je pense au style d'humour, tu sais. Il y a au Québec, l'humour politique n'a jamais été un très grand vendeur. Là. Il y a Guy Nantel qui en fait. Il y avait les apartistes dans lesquels j'ai déjà écrit. Ouais. Mais ça a toujours été, moi, mon style. Deschamps, évidemment. Évidemment, Deschamps, Mais sauf que tu penses, mettons, à de l'humour absurde, là, mettons les Denis Drolet, tu sais. Moi, je connais du monde qui déteste. Moi, j'adore les Denis Drolet. Eux autres, ils détestent. Parce qu'ils sont pas. Ils ont pas reçu le code, tu sais, le code pour défricher ça. Mais c'est pas grave, tu sais. Ils aiment d'autres genres d'humour, puis on n'est pas obligé d'aimer toutes les mêmes affaires, tu sais. Mais c'est un peu ça là, que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont défricher des choses, d'autres choses, mais effectivement, il y a comme un clash entre 2 civilisations à l'intérieur d'un même pays, on dirait. Puis c'est très dur à dire laquelle est la meilleure parce que il y a beaucoup de monde qui était plein de bonne foi des 2 clans là, qui sont fait berner de 2 façons. Il y en a qui sont fait emmener dans le conspirationnisme extrême, là, il y a délirant. Il y en a d'autres qui sont fait emmener dans la rectitude politique de notre gouvernement, mais délirant, là, qui sont devenus fous, là, puis qui pensent qu'ils peuvent pas porter un masque, c'est une honte, là, même quand les masques vont tomber, ils veulent continuer à porter des masques. Tu fais de la tournée, tu vis à Montréal, je crois, comme... Là, on s'en vient à Saint-Hyacinthe, Saint-Eustache, mais on vient pas à Montréal. Mais tu vis à Montréal, c'est ça que je veux dire. Je vis à Mont-Saint-Hilaire. OK, mais as-tu remarqué la différence et des publics et de la population entre la ville, les régions et par rapport à ce qu'on pense de ce qui se passe? Oui, ça oui. En région, ils sont beaucoup plus relax avec le masque et tout ça qu'en ville. Là. Tu sais, ça, c'est clair. Moi, j'avais été à New York et je suis allé même à Cuba, je pense, en octobre.
c'est comme deux mondes, là. C'est comme, tu sais, c'est pas pantoute là-bas, il n'y a aucune panique de ça. À Cuba? C'est comme Cuba, tout, ils vont dire, oui, mais on a peut-être diminué les morts, peut-être pas, on ne sait pas. Mais moi, je pense que la base, ça aurait été de protéger les gens susceptibles d'en mourir, les gens qui sont pas en forme, puis pas de locker down tout un pays, tu sais, économiquement. Ben, moi, je pense que j'aurais essayé tous les médicaments qu'on dit que ça marche, je les essayerais tous. Au lieu de toutes les barrer, là, comme ils ont fait avec les vermectines puis l'oroxychloroquine. Ça a été une des grosses gaffes, là, mais... ça, c'est dur à dire, hein, mais... je trouve ça un peu... Parce qu'ils n'ont jamais rien essayé. Vous avez la COVID, il n'y a rien. Attendez d'être assez malade pour qu'on vous mette ces respirateurs, il n'y a rien à faire. Tu sais, grosso modo, ça a été ça, là, pas mal. Là. Juste pour revenir à l'humour, là, tu sais, bon, les humoristes, pendant très longtemps, ils ont été comme la crème de la crème des artistes québécois. C'est comme, tu sais, si tu devais faire ton show marche, mais des humoristes là-dedans, c'était comme, il y a les humoristes, après les chanteurs, hein, mais les humoristes, là. Puis là, on a vu que dimanche passé, le Gala des Oliviers a été vu par 600 000 personnes au lieu de 2 millions il y a quelques années. Mais c'est pas juste les Oliviers, c'est toutes les galas, et aux États-Unis, et partout. Les galas, on dirait que, tu sais, la vie des vedettes, aux yeux de monsieur, madame, tout le monde, puis que les vedettes se donnent des trophées entre eux autres, c'est comme... On dirait que ça semble... Puis je me demande comment le milieu artistique prend ça. Ça a l'air peut-être futile dans une époque où on essaie de survivre. Ouais. Effectivement, c'est intéressant. Moi, je suis là-dessus parce que je travaille sur un projet en ce moment que je peux pas parler, mais on parlait de ça aujourd'hui. On parlait de cet aspect-là. Pourquoi les Oliviers, tout ça. Les humoristes, c'est quand même des... OK, certains, là, c'est quand même des philosophes de la vie, des gens qui apportent... Et les salles partout en région vont te le dire. C'est les plus grands vendeurs. Moi, je fais des pièces de théâtre humoristiques. Fait que quand j'arrive, ils sont contents, les salles sont pleines, mais ça remplace du théâtre, si tu veux. Mais du théâtre, des fois, plus intello, qui attire moins. Mais les humoristes, eux autres, ils font carrément vivre les salles. C'est-à-dire qu'en région, ça va mal économiquement, ils pluguent 3-4 humoristes, ça va oui, ça a toujours été bien. Là, écoute, je connais pas les chiffres là, on recommence tout le monde. Je peux te dire qu'au niveau du théâtre humour dans lequel je fais, ça va bien. La salle était pleine à Bécomo, elle va être pleine à Saint-Hyacinthe et presque pleine au Zénith. Là, je commence Pédalo, c'est cet été, là, c'est le 2 juillet, puis ça vend déjà beaucoup. Les gens ont le goût de revoir des spectacles. Ouais. L'humoriste comme tel, je sais pas si les gens ils ont de la rancœur. Les gens comme toi qui ont suivi beaucoup l'actualité parallèle. Moi, j'en ai, je te l'avoue. mais aller voir une pièce de théâtre d'été comique, ça serait la meilleure sortie pour moi. Parce que j'irais voir quelque chose qui... Il me traiterait pas de tu sais, je me ferais pas insulter, je vais avoir du bon temps. Sans blague, là, si j'ai un spectacle que je vais aller voir, je vais aller la voir. Les hosties de conspirationnistes, t'as pas le goût de voir un humoriste, tu vas dire, les COVID idiots qui ont peur de tout, tu sais. T'as pas le goût d'aller voir ça. Parce qu'il faut faire 2 ans d'hostie de rentrer dedans. Puis c'est vrai que ça fait du bien de partir dans une histoire qui raconte quelque chose d'autre. Exact. Mais cela dit, il faut pas sous-estimer les humoristes. C'est des gens, c'est des artistes sensibles. Il y en a qui sont peut-être pas, mais c'est des artistes sensibles et c'est des gens qui vont se réaligner. Mais c'est sûr que dans tout ça, il y a plein de gens qui ont fait des moves, de bonne foi. Là, ils se sont dit, il faut que je leur dise qu'il faut qu'ils portent les masques. Il y en a qui ont pris un chèque aussi. Il y en a qui ont pris un chèque. Pas mal faire, là, il s'est dit, ça va sauver des vies. Mais là, c'est quand on tombe dans les insultes. Là, c'est là que, quand tu insultes quelqu'un qui n'a pas de masque, quand tu insultes ceux-là qui ne sont pas vaccinés, quand tu dis on devrait les tirer, là... Ben, là, la Sarbacane, on n'était pas loin. Ça, écoute, moi, là, j'ai honte. Quand ça va là, j'ai honte en esti. J'ai vraiment honte. Fait que c'est juste ça, mais je te comprends, puis je comprends l'idée d'aimer plus peut-être de la fiction que du raconter le réel, mais il y a des humoristes brillants qui vont réussir à faire le pont. Comme l'angle, à un certain moment donné, il va falloir quelqu'un qui fasse un numéro pour faire la transition des deux mondes. Tu sais, comme adresser le problème d'une manière brillante.
Tu sais, comme, là, je peux pas dire qu'ils l'ont fait d'une manière brillante, mais Saturday Night Live, il y a 2 semaines, ont essayé. Je sais pas si tu as vu le sketch où il faisait... tu m'en parles, je m'en vais le voir tout de suite après. OK, ben, il faisait c'était un souper où il y avait comme 6-7 pro-masques qui ont tout fait ce que le gouvernement a dit, des bobos de gauche, OK, qui sont là. Puis là, il y en a une qui dit « Hey, j'ai vu un reportage, il paraît que... Puis là, son mari fait hey, attention, qu'est-ce que tu vas dire? Puis là, elle va dire ouais, les masques, paraît que c'était pas si. Puis là, tout le monde a peur, mais là, il commence à dire ouais, moi, je suis pas sûr que je devrais vraiment couper les liens avec mon meilleur ami juste parce qu'il a pas reçu son booster. Tu sais, tu vois l'angle où ils font un genre d'autodérision de dire ouais, on est allé trop loin. Ouais, il y a des gens qui sont une genre de perche, là, de rédemption, là. Ouais, c'est triste tout ça. Tu sais, mais tu sais, le côté. Moi, je crois au nouvel ordre mondial depuis très longtemps. C'est-à-dire que, tu sais, je veux dire, Sarkozy en parlait, tout le monde en parlait. Juste les Biden l'a annoncé hier, c'est officiel. Oh non, c'est clair, là, ça fait longtemps que tout le monde parle de ça, tu sais. Mais quand t'en parlais, t'étais traité de conspirationniste, tu sais. Quand j'ai parlé du Forum économique mondial, je l'ai parlé à j'ai dit, parce que Trudeau avait dit... nous allons faire le Big Reset. Ouais, c'est le temps de faire un grand reset. Personne n'a voté pour ça. Là, t'es conspirationniste. Je dis, c'est le Forum mondial. Va sur le site, ils disent là, le Big Reset, tout ça. Je dis juste que Trudeau nous a jamais dit qu'il embarquait dans le Big Reset. Oui, mais ça va juste améliorer les affaires. Oui, peut-être, mais il nous l'a quand même pas dit. Ils ont tous préparé ça dans le dos. Pourquoi, tu sais? C'est ça ma question que je posais. Mais là, tu te fais traiter de conspirationniste, puis les gens, ils aiment ça, pogner quelqu'un, puis dire, lui, il est pas fin, il est méchant, on va l'annuler, on va le canceller. Fait que, tu sais, j'ai mangé un peu de marde quand même, mais j'essayais, et preuve, c'est pour ça que mon compte Twitter et Facebook n'a pas été censuré, c'est que j'ai essayé tout le temps de formuler ça. À chaque fois, je faisais des erreurs. Des fois, avec une question, je t'ai vu aller, c'était habile. Ouais, j'essaie de... Tu montrais, sous une interrogation, ça se pourrait-tu que... Ça se pourrait-tu que ça soit ça? Avez-vous vu ça? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, de ça? Tu sais, j'essayais de faire ça, pas parce que je voulais prendre le monde pour des imbéciles, parce que je me disais, en les attaquant moins frontal, parce qu'il y a des conspirationnistes, là, qui sont... juste aliénants. Ils font « T'es un esti de câble. » Oh non, je connais. Il y en a qui sont trop intenses, c'est clair. C'est ça, puis t'as l'autre qui dit « Oh, toi, t'es un esti de... » Non, puis là, si t'es passé, t'es de l'opposition contrôlée. Ça, je connais, ceux-là aussi. C'est ça, tu sais, ça marche pas. Fait que moi, j'essayais juste de dire « As-tu vu ça? As-tu pensé à ça? » Puis amener mes amis les plus... j'ai des amis beaucoup de gauche, parce que moi, je suis un gars de gauche. T'es entouré d'artistes, je m'assure, ouais, c'est normal. mais des amis qui sont mais vraiment du bon monde, là. Puis, tu sais, écoute, j'avais de la misère à passer juste une petite brèche, à vous voir marquer de... Fait qu'à un moment donné, j'ai juste transféré un article, puis ça a été mon meilleur coup, là. J'ai transféré à plein d'amis. C'était un article du Soleil qui datait de 2015. Un vrai article officiel, Soleil, donc ça rassure tout le monde, journal Le Soleil, et qui parlait du nombre de morts au mois de janvier. H1N3, qui n'est pas l'H1N1, mais qui est un variant comme les variants qu'il y a eu pour le COVID. Fait que là, cet article-là, il parlait, parce que moi, je l'ai eu l'H1N3, c'est-à-dire, fait que j'ai failli mourir d'ailleurs, et il parlait du nombre de morts. Et c'était au mois de janvier, 6900 quelques morts. 233 par jour. Là. Tu sais, les chiffres sont à 1 ou 2 près, là, mais c'est ça qu'il y a eu. L'article le dit, c'est officiel. Fait que là, quand il bloquait les hôpitaux, puis il y avait 50 morts, 100 morts, je disais, t'as-tu remarqué quand janvier? Ah non, là, je forwardais l'article, il faisait « Oh my God! » Mais tu sais, je les insultais pas. Je disais pas, c'était un asti de manger de marde. Ils savent plus, on oublie ça. Même moi, je l'avais eu la chaîne 3, puis j'avais oublié cette histoire-là. C'est un de mes amis qui me l'a ramené, il m'a dit « Tu te souviens, tu l'avais eu? » Puis là, il m'a envoyé l'article. Puis j'ai fait « C'est vrai, il y avait 6900 morts, on n'a rien fermé, on n'a pas fermé. » Sauf que, bémol, c'était pas une pandémie, c'était une... Comment on appelle ça quand c'est pas dans le monde, là? Une... Pandémie, c'est dans le monde. Une épidémie, c'est ça. Donc, c'était une épidémie et non pas une... Ah, OK. Donc, la nuance est là, sauf que quand même, c'était quand même 6900 morts au Québec, 233 par jour. C'était pas annoncé à chaque jour dans les médias. Fait que ça n'a pas parlé à Salut Bonjour, t'as pas... C'est ça. Tu sais, dans le fond, là, on a réalisé, tant qu'ils n'en parleront pas à Salut Bonjour, pour un pourcentage significatif de la population,
Ça n'existe pas. Mais, parce qu'ils parlent pas anglais. Moi, j'étais en suivant cette conclusion-là. Tu as trois Québécois sur 4 qui parlent pas anglais, donc leur source d'information, c'est Radio-Canada, TVA Nouvelles. Puis eux autres, ils ont les clés. C'est quoi l'information qu'on laisse passer ou non? Mais tout ça était nouveau, hein? Tout ça était quand même très nouveau, tu sais, je veux dire, même pour le gouvernement. Tu sais, personne ne savait. Ah, c'est sûr. Je pense qu'il y a bien des médias qui se sont dit... J'essaie d'analyser ça, tu sais, d'être bonne foi, là. Puis là, je me suis dit, il y a des médias qui ont dû dire, dans le doute, suivons ce que le gouvernement dit, appuyons le gouvernement pour pas qu'il y ait plus de morts. Fait ils faisaient la propagande du gouvernement. Ouais, le 13 millions par mois aidait aussi, sûrement. Tu sais, il y avait le 13 millions du Québec à placer. Il y avait, tu sais, aidons-nous, traversons ça. Tu sais, il y avait beaucoup ça, là, tu sais. Fait que, mais ce qui a manqué, c'est que souvent, des journalistes allaient critiquer des gens, des no-name conspirationnistes qui disaient une affaire. Espionner des ados qui se voient en cachette d'un parc, mais tu te rappelles ça? Au lieu de remettre en question, des fois, le gouvernement, tu sais, mais là, je me suis dit, pourquoi ils ont fait ça? Là, ils ont peut-être fait ça simplement parce qu'il fallait en sortir vite, c'est un cas d'urgence, sauf que quand même, il aurait dû garder un esprit un peu plus critique et arrêter de mettre autant d'énergie contre des conspirationnistes. Ouais, ou des... Mais je pense que le retour du balancier, les chiffres, tu sais, quand on pensait que les conspirationnistes ils étaient juste 5% ou 10%, c'était facile les planter, de dire, OK, eux autres, ils n'écoutent plus TVA déjà, eux autres, fait qu'on peut les planter, on perd rien. Mais là, OK, là, quand tu regardes les chiffres, là, c'est rendu peut-être 25%. Je sais pas, 60% des gens ne croient plus aux médias. Ouais, fait que là, en tout cas... C'était super intéressant. Juste, merci d'avoir éclairé nos chandelles sur le showbiz. Peut-être on va avoir l'occasion de se reparler, qui sait. Avant de terminer, je veux juste que tu nous dises où on peut acheter les billets pour tes pièces de théâtre et garçons et Pédalo qui s'en vient cet été. Puis est-ce que moi je veux y aller, ça va être ma sortie avec Madame Cosmos. Oui. Alors, Pédalo, c'est au théâtre de Kings et Falls. Tu peux acheter ça sur Ovation. T'écris Ovation, là, Pédalo, ou Théâtre des Grands Chênes. OK, je vais mettre les liens. Okay. Il y a une page Facebook aussi, Pédalo. Pour ce qui est garçon, il reste quelques billets au Zénith à Saint-Eustache, mais je pense qu'à Saint-Hyacinthe, il reste 8 billets, genre, là, tu sais, c'est pas mal sold out. Il reste quelques billets, mais ça, vous pouvez trouver ça aussi sur la page Facebook. Dernière affaire, j'ai vu que tu as une compagnie de production qui permet de faire des pubs à des gens qui veulent avoir et des humoristes pour faire des pubs de leur entreprise. Des humoristes ou des gens connus, mais en fait, c'est plus que nous, on crée du contenu pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à, mettons, tu vends des portes et fenêtres. Là, tu dis, il n'y a personne qui vient sur ma page Facebook. Mais nous, on fait des contenus pour que les gens aient sur ta page Facebook. On fait ça attirant avec soit des sketchs, de l'humour ou des propos décapants. Je trouve ça génial. Sans blague. Que les gens tombent sur ta page Facebook. C'est vraiment génial parce que moi, ce que j'essaie de pousser chez les gens, là, dans ce qu'on fait chez les diffuseurs, on considère qu'on est dans une guerre culturelle. Puis tout ce qui nous vient de la culture commanditée a un agenda à pousser dans lequel nous autres, on n'est pas vraiment d'accord. Fait que ce qu'on veut inciter, le plus de gens, c'est des gens à se lancer à faire du contenu. Parce qu'en 2022, là, tout le monde est leur propre poste de TV s'il veut. Tout le monde... peut parler à tout le monde. Fait que s'il y en a qui ont toujours rêvé de parler ou de faire du contenu, de se lancer, ben c'est maintenant le temps. Puis si les gens ils mettent leur contenu en faveur de la liberté des peuples qui n'est pas dans l'agenda mondialiste, ben il y a déjà un public qui est là à vouloir avoir ça. Fait que nous autres, c'est un peu le concept. C'est pas que la liberté des peuples est dans l'agenda mondialiste. Mais je peux dire une chose, c'est que les nations ne sont pas dans l'agenda mondialiste. Exact. C'est pour ça que dès qu'il y a un drapeau, ils disent que c'est du fascisme. Nous autres, on est nationalistes, mais nationalistes de tous les pays. Nationalistes du Québec, du Canada, de ma ville, de Joliette, mais nationalistes du Brésil, nationalistes de France. Soyez toutes vos identités parce que c'est toutes les identités qui fait la beauté du monde. Parce que, tu sais, chaque pays, chaque identité, c'est comme une espèce animale. Puis toutes ces identités-là, ça fait la diversité. Tu sais, la diversité, c'est pas un pays avec du monde de partout à la même place. C'est
la diversité mondiale, mais pour qu'elle reste, il faut que les identités... Moi aussi, je trouve ça le fun d'arriver dans un autre pays puis de vivre les mœurs et coutumes de l'autre pays. Je veux pas que l'autre pays devienne moi. Tu veux pas aller au McDo à Burkina Faso, là? Ouais, c'est ça. Ben, il y en a. Hein, ouais. Mais cela dit, ouais, c'est le fun, tout ça. Mais tu vas parler de ça à Trudeau, puis il est vraiment pas d'accord avec Non, toi. je sais. Nous autres, on sait leur plan, puis notre but, c'est de créer une nouvelle culture qui est pas dans ce plan-là. On s'asseye. Nous autres, on était en mission, puis on était extrêmement contents de te parler, Stéphane Roy. Hey, juste en terminant, Stéphane Roy, c'est-tu une joke comme Patrick Roy ou c'est vraiment ton nom de baptême? Rapidement, là, je vais essayer de te faire ça rapide. Dans tous les rois, il y a un petit E qui traîne. Guy Roy, Patrick Roy, c'est un petit E. Oui. Ce E-là, il vient de notre généalogie, c'est-à-dire qu'on était des gens qui travaillaient pour le roi, et non pas des gens qui étaient rois, là. Fait que donc, on les appelait Michel du Roi ou Michel le Roi, parce qu'ils travaillaient pour le roi. Le petit E est resté le roi, Michel le Roi. Fait que c'est pour ça que tu l'entends souvent. Moi, le mien, c'est vraiment mon nom, c'est Stéphane Emmanuel Roy. Super. Ça a été un plaisir de parler avec toi. Ben oui, moi aussi. Puis on va continuer à te lire. Je vais aller te voir au théâtre, sûr et certain. Et puis, ça serait le fun. je vais envoyer toute ma gang des diffuseurs. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Ça a été un plaisir. Dans la paix, l'harmonie, le mieux possible. Fantastique. Bye bye, merci.